Bonjour à vous et bienvenue dans le 190e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur les 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de Deux filles nues, un album captivant et surprenant que l'on doit à Luz et aux éditions Albin Michel. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Les Navigateurs, titre que l'on doit au scénario de Serge Lehmann, au dessin de Stéphane de Canova et c'est publié aux éditions Delcourt. Je parlerai ensuite de la nouvelle aventure de Kathleen von Overstraten intitulée Maison du Peuple 65 que l'on doit au scénario de Baudouin de Ville, au dessin de Patrick Weber et c'est publié aux éditions Hanspach. J'aborderai ensuite la sortie du 2e et dernier tome de 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, chef-d'œuvre que l'on doit au scénario de Xavier Dorisson, au dessin de Timothée Montagne et c'est publié aux éditions Glénat. Il sera temps ensuite de vous parler d'El Diablo, nouvel album qui est sorti dans la collection Le Marsupilami vu par des éditions Dupuis, un titre que l'on doit au scénario de Lewis Trondheim et au dessin d'Alexis Nem. Je vous présenterai aussi Gala, 2e tome de la série Dali qui revient sur la vie du peintre espagnol, série que l'on doit au scénario de Julie Birman, au dessin de Clément Oubrerie et le tout est publié aux éditions d'Argo. Enfin, je terminerai par la réédition en intégrale de l'album Paroles de Poilu, album choral qui reprend en bande dessinée les lettres des soldats de la Première Guerre mondiale, un album publié aux éditions Soleil, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Déjà récompensé du Grand Prix de la critique ACBD et du prix Wolinski de la BD du Point, je ne pouvais décemment refermer cette année 2024 sans parler à mon tour de l'album Deux filles nues du très talentueux Luz, un titre sorti au début du mois d'octobre dernier. Bien entendu, le talent de raconteur d'histoire comme de dessinateur de Luz n'est plus à discuter, mais à chaque fois qu'il se lance dans un nouveau projet, il arrive toujours à y insuffler de l'originalité en plus de la vitalité liée à son trait. Ici, il fait très fort car il nous propose de scruter un siècle avec ses tourments et ses horreurs, mais il va le faire depuis une œuvre d'art dont on voit les épreuves qu'elle doit traverser ou encore les différentes mains dans lesquelles elle va passer. L'album s'ouvre d'ailleurs par cette toile en train de se peindre, on ne la voit jamais d'ailleurs puisque l'on est ce tableau, mais tel un petit oiseau qui vient de sortir de l'œuf, on découvre le visage pas vraiment satisfait de son papa, un certain Otto Müller. Il est à la campagne avec celle qui partage sa vie et qui est son modèle, une certaine Maschka Meyerhofer, qui se voit ainsi fixée sur la toile et qui sera scrutée par les curieux et les visiteurs, certainement pour des siècles et des siècles. Tout au moins, c'est ce que l'on pourrait penser. Seulement, comme son nom le suggère, Otto Müller, au moment où il peint ce tableau, en 1919, ne sait pas encore que son pays va basculer dans la folie d'ici quelques années. En attendant, lui s'est éloigné de Maschka pour aller enseigner en Silésie, il a vendu son tableau via un galériste de Breslau, c'est ainsi que l'œuvre, qui continue de scruter le monde qui l'entoure, va finir chez un collectionneur du nom d'Ismar Leitman. C'est dans le bureau de cet avocat juif que le tableau va se trouver une place, mais très rapidement, à travers les coupures des journaux ou par les vitres qui font face à l'œuvre, se dessine une Allemagne qui est en train de se tourner vers l'idéologie nationale-socialiste.
Ce procédé est d'ailleurs futé et d'une grande intelligence d'exécution. Regardez le monde qui avance, cette lente marche d'un pays qui est en train de basculer dans une folie sans nom qui poussera Littmann au suicide pour échapper au sort que l'on voit en train d'être réservé aux Juifs. L'œuvre décrochée de son mur sera ensuite de nouveau stockée avant de faire partie des tableaux qui seront présentés dans l'ignoble exposition baptisée L'Art dégénéré qui sera inaugurée en grande pompe à Munich en 1937 par les nazis. Stocké, vendu, cédé, prêté, restitué, montré, caché, voilà le destin d'une œuvre dont la mise en valeur est fluctuante en fonction des tendances, mais aussi du regard que les humains posent sur l'art, surtout quand il est question de nudité. Car si l'album s'appelle Deux filles nues, le titre du tableau en question, ce qui se met réellement à nu ici, ce sont surtout les hommes, créateurs, collectionneurs, dictateurs ou simples curieux, ils défilent tel le temps devant cette toile qui ne se dévoile à nous qu'à la dernière page. Un peu à la manière de ce XXe siècle mouvementé, Luz s'amuse à créer ce même mouvement de déséquilibre avec cette toile, tantôt droite et tantôt de travers, tantôt libre et tantôt entravée par des sangles, en fonction des lieux et des époques. Son dessin très dynamique donne parfois l'impression d'avoir été fait sur le vif, son trait qui présente de légères ondulations participe grandement à cet effet de dynamisme qui marque son œuvre et plus précisément cet album. Avec un sépia atténué, il plonge le lecteur dans un passé plus ou moins proche, n'hésitant pas, en faisant de l'humanité le véritable sujet de cet album, à nous mettre en garde pour que ce passé honteux ne devienne plus jamais notre futur. Le rouge ou encore le noir, et ce n'est pas un hasard, sont d'ailleurs les deux couleurs qui émergent de ce sépia, rappelant là aussi ce déchaînement de violence et de ces forces obscures qui ont été à l'œuvre en Allemagne au siècle dernier. Véritable chef-d'œuvre et album important de cette année 2024 qui vient de se refermer, Deux filles nues est un titre sorti aux éditions Albin Michel, éditeur habituel de l'artiste, et vous l'aurez certainement compris, il fait partie de ces lectures à ne pas manquer en cette année 2024 qui est terminée. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est une bien drôle d'histoire dans laquelle nous entraîne un duo qui a déjà travaillé par le passé ensemble, Serge Lehmann, le scénariste de la récente série que j'ai adorée Saint-Elme, et Stéphane de Caneva, dessinateur marseillais, qui nous entraîne ici dans un superbe noir et blanc. Cet album se nomme Les Navigateurs, mais il n'est pas question de navigation maritime, bien au contraire, l'intrigue se déroule principalement à Paris et est très ancrée dans l'actualité. Elle raconte l'histoire de 3 amis d'enfance qui se retrouvent à l'âge adulte. D'ailleurs, les 3 n'ont jamais véritablement perdu le contact, à l'inverse de la 4e personne qui est ici au centre de l'histoire, mais qui rapidement va disparaître, une certaine Neige Hagopian, jeune femme dont la beauté ne passe pas inaperçue. Exilée en Angleterre dès l'âge de 18 ans, elle est revenue dans sa ville natale, Clamart, où elle a grandi et où elle a rencontré le trio composé de Sébastien, Arthur et Max, 3 jeunes hommes qui se sont connus à l'adolescence et que l'on avait surnommé la bande du panorama, du nom de la rue où ils ont grandi. Il pourrait s'agir d'une histoire banale de retrouvailles à l'âge adulte, mais Serge Lehmann a concocté un scénario qui va plonger le lecteur dans un récit aux accents fantastiques, une histoire que la mise en lumière d'une grande fresque cachée derrière le papier peint de la maison des parents de Neige va déclencher. Nous sommes alors aux pages 40 et 41, un grand bruit se fait entendre dans le quartier où vit la jeune femme, et sitôt le calme revenu, cette dernière a disparu, intégrée qu'elle est dans la fresque, gardée par une araignée géante, dont le motif n'est pas sans rappeler les dessins d'Odilon Redon. Entre histoire de l'art, quête fantastique et découverte des secrets de la ville de Paris et de sa banlieue, le récit nous prend ainsi par le bras et nous déroute par son jeu de pistes où chaque rencontre révèle une vérité de plus en plus incroyable au sens premier du terme. C'est Max qui semble le plus déterminé pour retrouver celle qu'il a aimée à l'adolescence et dont la disparition mystérieuse le mènera à découvrir un texte de Jean Cocteau,
l'œuvre picturale de Ferdinand Krebs et les secrets des égouts de Paris. Mais attention, car derrière cette aventure fantastique que met en dessin avec beaucoup de talent Stéphane de Caneva, se cachent aussi les états d'âme de nos personnages qui voient aussi ressurgir un passé psychanalytique qui offre de nouvelles perspectives à ce récit. C'est peu dire que cet album est vraiment passionnant à suivre, car il est déroutant par moments, en nous entraînant sur une piste qui nous fera tourner les pages sans que l'on s'en rende compte, pour finalement comprendre cette histoire. Côté dessin donc, c'est un très beau noir et blanc qu'on retrouve ici, avec parfois des gouttières qui se font très sombres pour souligner la noirceur du propos, un dessin dynamique aux accents comics d'une très belle facture dans son ensemble. Il permet ainsi de plonger dans une bande dessinée qui s'est véritablement installée une ambiance, un titre que j'ai pris grand plaisir à découvrir avec un peu de retard, puisque l'album est sorti le 2 octobre dernier en librairie aux éditions Delcourt. Partons maintenant en Belgique pour retrouver les nouvelles aventures de la journaliste Kathleen Van Overstraeten, que l'on retrouve toujours avec le même plaisir d'un album à l'autre, une journaliste intrépide et curieuse qui n'est pas sans rappeler Tintin à son époque. Si cette nouvelle aventure, qui se déroule en 1965, commence dans la ville italienne de Venise, assez rapidement, nous rentrons en Belgique pour une déambulation dans la capitale, où l'on y découvre tout un pan de l'art nouveau. Au centre de cette nouvelle aventure, un grand bâtiment, fleuron de cette architecture qui mêle béton, verre et acier, un bâtiment que l'on doit à l'architecte Victor Horta et qui est baptisé du nom de l'album Maison du Peuple. C'est qu'à Venise se déroule une convention d'architecture où justement doit être signé un manifeste pour la préservation des bâtiments anciens dont la Maison du Peuple fait partie, un document que beaucoup, comme un certain Monsieur Dulac, adepte de la modernité, ne veut pas entendre parler. L'histoire va rapidement virer à l'intrigue policière car Serge Durand, défenseur du travail de Victor Horta, va être retrouvé mort assassiné dans sa chambre d'hôtel quelques minutes avant qu'il ne reçoive la journaliste Kathleen Van Overstraeten à qui il avait des révélations à faire. C'est ainsi que l'intrépide jeune femme rousse aux cheveux courts va se mettre sur la piste du tueur et essayer de comprendre qui et pourquoi en veut à l'œuvre d'Horta et à celles et ceux qui la défendent. Plus tard, c'est une professeure d'université, avec qui Kathleen se lie d'amitié et échange autour du travail d'Horta, qui se verra être embarquée bien malgré elle dans cette histoire qui pourrait mal se terminer si elle ne reste pas sur ses gardes. Voilà le nouveau scénario que nous propose ici Patrick Weber dans cette nouvelle itération des aventures de Kathleen, un personnage que je retrouve ici pour la 6e fois, toujours avec le même intérêt. D'ailleurs, comme toujours aussi, il ponctue l'ouvrage par un dossier qui s'appuie sur des photos et des archives d'époque pour reconstituer le contexte dans lequel cette nouvelle histoire vient s'insérer. Avec ce style ligne claire qui rend un bel hommage à la tradition franco-belge, Baudouin de Ville nous entraîne dans la capitale belge en faisant revivre le style art nouveau sous ses crayons de la plus belle des manières. Son dessin est dynamique, classique et beau, et c'est toujours un grand plaisir de se plonger dans ses albums mis en couleur avec beaucoup de talent par Bérengère Marquebrock. Ce sont les éditions Hanspach qui ont lancé ce projet via une campagne de financement participatif qui publie ce bel album, une saga que je trouve toujours aussi passionnante et que je recommande chaudement. C'est dans une aventure à grand spectacle que je vous entraîne maintenant avec le 2e et dernier tome de 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, une saga en 2 tomes dont le premier, sorti il y a 2 ans, avait été présenté en détail sur le podcast. Le naufrage, événement central de ce diptyque, a eu lieu à la toute fin du premier volet, et dans ce 2e tome, c'est sur un endroit perdu au large des îles Abrolhos que se sont réfugiés les rescapés. À la tête du bateau, le subrécargue Pelsar s'est donné pour mission d'aller chercher des secours, pas tant pour sauver les naufragés que pour récupérer tout l'or et les marchandises qui se trouvaient à bord du Jakarta. C'est que la VOC, la compagnie hollandaise des Indes orientales, verrait d'un très mauvais œil de laisser se perdre la précieuse cargaison, même si sur l'île des naufragés, il y en a un qui destine cette richesse à un tout autre usage. Si vous avez lu le premier tome, vous savez que le second sur ce bateau, ancien apothicaire complètement ruiné, joue un double jeu et va se complaire dans le chaos ambiant
qui est né du récent naufrage. Avec son bagou et cette capacité qu'il a pour manipuler les foules, Hieronymus Cornelius va prendre la tête des opérations et va se donner pour mission non seulement de survivre, mais de sortir de cette épreuve avec sa fortune assurée, même si pour cela, il faut sacrifier de nombreux naufragés. Lucretia Hans, jeune femme issue de la bourgeoisie hollandaise qui avait embarqué pour rejoindre son mari aux Indes, sera l'une des seules à s'opposer au cynisme et à la violence que Cornelius a érigé en règle principale, profitant il est vrai des sentiments que le même Cornelius éprouve pour la jolie blonde. C'est donc un huis clos auquel le lecteur assiste durant les 144 pages de cette deuxième livrée, un second tome dont le scénario de Xavier d'Horizon donne beaucoup d'intensité et fait parcourir l'échine de multiples frissons, tant la cruauté est de mise ici. Au grand format et proposant un magnifique écrin, le dessin de Timothée Montaigne finit de nous immerger dans cette histoire dont il est rappelé que même si elle est cruelle, elle est certainement en dessous de la réalité historique, car cette courte série est inspirée d'une histoire réelle. Les doubles pages sont sublimes, le dessin est un véritable régal pour les yeux, que ce soit pour nous immerger dans la noirceur des actes barbares que font subir les hommes de Cornelius, ou pour sublimer la beauté de cette île qui devient une prison pour notre bande de naufragés. Comme je le disais, si l'histoire est forte en intensité, elle est sublimée par le magnifique travail réalisé par les éditions Glénat avec un double album dans un format plus grand, une couverture sombre rehaussée par le doré et un ruban marque-page qui apporte un côté somptueux à l'ensemble. Vous aurez compris que ce double album est un très bel objet à avoir dans sa BD Tech, en plus de proposer un récit captivant de bout en bout, dont on arrive, presque à regret, à la dernière page, à la fin de ce deuxième tome. C'est maintenant en Palombie que je vous emmène, et si vous connaissez bien vos classiques de la bande dessinée, vous savez certainement de quel animal il sera question dans El Diablo, mon coup de cœur suivant. Avec ses taches noires sur fond jaune, sur son pelage court, ses dents pointues, mais surtout cette longue queue qu'il est capable d'utiliser contre celles et ceux qui lui chercheraient querelle, vous avez bien compris qu'il sera question de l'iconique marsupilami dans cette histoire. Dans l'album qui nous intéresse, l'aventure démarre par un bateau perdu en mer où l'équipage, qui arrive à court de provisions, se décide à manger l'un des jeunes enfants présents sur le navire, et c'est José qui se propose de prendre la place de Tonio. Heureusement pour lui, il ne va devoir son salut qu'à la proximité d'une terre ferme sur laquelle le capitaine et ses hommes vont décider de jeter l'ancre, un territoire qui pourrait être prometteur en or, le métal dont est ivre notre capitaine espagnol. Ayant sauvé sa peau de justesse, José va ouvrir la marche de toute la troupe qui s'enfonce dans une jungle hostile où vivent des peuples indigènes qui se méfient des visiteurs, mais dans laquelle vit surtout une drôle de créature que l'on surnomme l'esprit de la forêt. C'est en lui sauvant la vie, alors que lui-même est mal en point, qu'une connexion profonde va s'établir entre le marsupilami et José, une connexion qui va permettre au jeune homme de comprendre et parler les langages des différents peuples présents sur l'île. Histoire passionnante à suivre, on découvre d'un côté la violence et l'avidité des Européens, de l'autre un peuple qui vit avec ses traditions et ses coutumes, et au milieu un lien fusionnel qui s'établit entre l'homme et l'animal. C'est que le scénario de Lewis Trondheim, qui ne manque pas d'humour, n'hésite pas à faire passer au détour d'une situation des messages, inversant au passage le regard sur qui est sauvage et qui ne l'est pas. C'est Alexis Nem qui met le tout en dessin avec des personnages, surtout les Européens, grotesques, et un marsupilami qui alterne entre une certaine douceur et une férocité en fonction des situations auxquelles il est confronté. La nature est ici luxuriante, les protagonistes, comme la jolie Aminata, ont du caractère et le vert dominant de cette forêt, à la fois hostile et accueillante, donne envie d'y plonger sans regard, en même temps que les personnages la traversent. Au final, nous avons là un très bel album que publient les éditions Dupuis dans la collection Le Marsupilami vu par, un titre que je vous recommande chaudement, disponible en librairie depuis le 8 novembre dernier. Après un premier tome sorti l'an passé et baptisé Avant Gala,
il est temps de découvrir le deuxième tome de la série Dali, biographie dessinée que l'on doit à un duo qui par le passé avait déjà proposé une biographie sur Picasso, personnage présent ici aussi. Ce sont donc Julie Birman au scénario et Clément Oubrerie au dessin que l'on retrouve ici, un binôme qui nous entraîne entre Paris et Figueras pour continuer d'explorer cet artiste complexe dont la folie créatrice apparaît fortement ici. Mais vous aurez compris en découvrant le titre de ce second volet qu'une bonne partie des presque 80 pages de ce nouveau venu sera consacrée à l'évolution de la relation entre le peintre espagnol et celle qui deviendra sa muse, une certaine Gala. En attendant, la jeune femme brune, qui apparaît souvent comme boudeuse et que les autres membres du groupe n'aiment pas beaucoup, est toujours en couple avec le poète Paul Éluard quand toute la bande va débarquer pendant l'été 1925 à Figueras, dans le nord de l'Espagne. C'est dans cette petite ville que la présence de Dali va rendre célèbre que le peintre est venu se réfugier pour laisser libre cours à son génie créatif, mais surtout pour s'éloigner de la capitale française où était projeté en avant-première le film qu'il a réalisé avec Luis Buñuel. Au sein de la petite bande d'artistes dans laquelle Dali a trouvé sa place, on s'interroge beaucoup sur le fantasque espagnol. Est-il encore puceau? Est-il coprophage? Est-il fou ou saint d'esprit? Et la seule qui semble pouvoir approcher Dali pour avoir des réponses semble être Gala. En même temps qu'il nourrit un amour secret pour elle, Dali en a peur, comme des femmes en général, sans compter qu'elle pourrait s'emparer de son génie créatif. C'est donc un Dali complexe, tourmenté, mettant sur l'étoile les hallucinations et les rêves fous qu'il peut faire, que l'on retrouve dans cette deuxième livrée. Si le scénario de Julie Birman est toujours aussi bien construit, le dessin de Clément Oubrerie, plein d'énergie à certains endroits et de délicatesse à d'autres, propose justement de voir ce contraste à l'œuvre dans une série que je prends toujours autant de plaisir à découvrir. Rehaussé par les couleurs de Sandra Desmazières, ce dessin rend aussi un bel hommage au travail de Salvador Dali en immergeant le lecteur dans une époque et en esquissant ici et là les œuvres du peintre espagnol. Sorti en librairie le 30 août dernier, ce second tome de la série Dali confirme tout le bien que j'en pense, une série dont j'attends la suite avec grande impatience, tant cette biographie dessinée sait intéresser le lecteur de bout en bout. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition en intégrale de Paroles de Poilu, un titre qui regroupe les 2 tomes sortis entre 2006 et 2012, une intégrale qui avait d'ailleurs déjà vu le jour en 2015. Vous avez compris que c'est ici, en pleine Première Guerre mondiale, que nous propulse ce titre qui s'appuie sur la correspondance des soldats au front entre 1914 et 1918 que nous retrouvons là. Poignantes, touchantes, fortes, parfois même amusantes, toutes ces lettres qui sont ici compilées dans ce superbe ouvrage bénéficient surtout d'une très belle mise en dessin par une 60aine d'artistes, parmi certains des plus grands noms de la bande dessinée européenne. Si les mots à eux seuls sont déjà chargés d'une certaine émotion et d'une grande force, inutile de vous dire que cette mise en dessin apporte un supplément d'âme, comme un nouvel hommage rendu à ces anonymes dont les mots ont traversé les lignes et le temps. C'est Jean-Pierre Guénaud qui signe ici les textes et qui nous rappelle le contexte dans lequel cette guerre, que l'on appellera la Grande Guerre, s'enclenche dans des premières pages qui permettent de poser les choses. Comme l'ouvrage le rappelle aussi, sont ici résumés à travers les mots des soldats 4 ans, 3 mois et 9 jours d'un enfer qui reprend vie ici sous les crayons des nombreux artistes. L'ouvrage se découpe de la façon suivante, la mise en avant d'une lettre avec une brève présentation de son auteur, celle-ci se voyant ensuite mise en dessin dans des récits qui font entre 1 et 6 pages, signés par une pléthore d'artistes. Denis Lapierre, Béatrice Tillier, Éric Erangel, Emmanuel Lepage, Juanro Guarnido, Pascal Rabaté, François Bouc, Cyril Pedrosa, je pourrais égrener ainsi une longue liste d'auteurs de renom qui ont répondu présent pour rendre hommage aux combattants de la guerre 14-18. Les styles s'alternent et c'est la grande force de l'album, de même que les thématiques, parfois on est plongé au milieu de l'action, d'autres fois dans un moment de camaraderie, ou plus loin encore, dans un moment fort en émotion où se devine la peur du soldat.
Aujourd'hui tous disparus, à l'image de Lazare Ponticelli, dont la correspondance apparaît ici, c'est donc un bel hommage qui est rendu à ces jeunes gens qui avaient entre 18 et 25 ans à l'époque et qui n'ont pas hésité à prendre tous les risques pour essayer de défendre leur patrie. Ce sont les éditions Soleil qui ont réédité ce superbe ouvrage qui fait pas moins de 312 pages, un album qui a retrouvé le chemin des librairies le 6 novembre dernier pour un titre que je ne saurais trop vous recommander. Ainsi se termine ce 190e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Deux filles nues, titre que l'on doit à Luz ainsi qu'aux éditions Albin Michel. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 20 janvier, je vous souhaite un très bon nouvel an, une bonne fin d'année 2024, mais aussi de très bonnes lectures.